Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367. Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Emmanuel Macron, inconnu du grand public il y a exactement 3 ans, a été élu le 7 mai dernier, 8e président de la 5e République. Une lourde responsabilité pour cet ancien énarque et banquier de 39 ans que personne n'a vu venir. L'élection présidentielle de 2017 restera dans l'histoire de la France comme celle qui a marqué l'écroulement du système des partis qui s'était mis en place dans les années 70-80. Les candidats des 2 partis qui se sont succédés au pouvoir depuis cette période n'ont pas franchi le premier tour. Avec la défaite des socialistes et des républicains, c'est le pouvoir structurant du clivage gauche-droite qui est en réalité remis en cause. Il faut noter que ce clivage est désormais forcément concurrencé par le clivage montant, celui qui oppose l'adaptation à la mondialisation au repli national que préconise Marine Le Pen. Dans le contexte de ce nouveau clivage politique, et comme il est de coutume à chaque élection présidentielle en France, l'on est en droit de se demander quelle direction vont prendre les relations entre la France et ses anciennes colonies africaines. Schéma directeur, thème, le nouveau paysage politique en France et l'avenir de ses relations avec l'Afrique. Invité, Roger Balou. Roger Balou est économiste, ancien élève de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales ESSEC. Il est diplômé de Télécom Paris. Il a été secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien, chargé de la formation politique et syndicale. Militant des droits de l'homme, il a publié plusieurs ouvrages, essais et articles sur la crise ivoirienne, l'état de droit, la démocratie, la bonne gouvernance, parmi lesquels on peut citer Côte d'Ivoire en entendant la fin de l'Harmattan, édition Édilivre 2014. Côte d'Ivoire, souveraineté bafouée, l'Harmattan 2012. Côte d'Ivoire, le crépuscule d'une démocratie orpheline, l'Harmattan 2011. Roger Balou, il faut signaler par ailleurs que Roger Balou est depuis 2015 secrétaire national du Front populaire ivoirien, chargé des relations avec les partis et les organisations membres de l'Internationale socialiste. Merci, M. Roger Balou, d'être dans le studio de l'agence Glouzilet. Comme je l'ai dit, nous allons faire cette émission sur les élections en France et leurs futures relations entre ce pays et ses anciennes colonies en Afrique. Alors, première question. L'on vous considère, j'ai vu dans votre présentation que vous êtes membre du Front populaire ivoirien, on vous considère plutôt un membre du Parti socialiste, du Parti communiste français. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette préoccupation qui revient à chaque fois quand on dit Roger Balou?
on vous identifie au Parti communiste français. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette émission, pour cette aimable invitation. C'est vrai que la France change de paysage politique. Il est important d'interroger, n'est-ce pas, les relations entre la France et nos pays. Et c'est vraiment une belle occasion pour laquelle je voudrais sincèrement vous remercier. Bon, c'est vrai que ça fait sourire. Moi, je ne suis pas encarté au Parti communiste, d'accord. J'y ai des amis. Il se trouve que dans le cadre de ma mission, qui est de développer les relations avec les partis politiques de façon générale, j'entretiens des relations avec différents partis, notamment de gauche français. Je précise que vous êtes chargé de la relation avec les partis et les organisations membres de l'Internationale socialiste. Voilà. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que j'ai développé des relations, bien sûr, avec les socialistes qui sont nos amis traditionnels, mais aussi avec les communistes, d'accord. Et donc c'est à tort vraiment qu'on me fait ce procès. C'est vrai, j'ai organisé... Est-ce que c'est un procès? Non, ce n'est pas un procès. Bon, mais je suis vraiment encarté au FPI, pas ailleurs. C'est ça que je voudrais préciser. D'accord. Donc là, je le dis, cette émission, c'est sur les résultats des élections en France et l'avenir des relations France-Afrique. Donc la première question est la suivante. Les résultats de l'élection présidentielle en France ont changé, hein, je l'ai dit en introduction, hein, clairement le paysage classique. Hein. Quel commentaire vous inspire cette nouvelle configuration politique avec 4 forces aujourd'hui en présence? Je pense qu'il faut d'abord saluer la victoire de Macron. Il a 39 ans, il est jeune, il n'était pas du tout connu. Il crée un mouvement il y a à peine 6 mois. Et avec tout cela, on pourrait dire que c'était un handicap par rapport à ceux qui étaient déjà là. Il arrive à être élu président. Donc c'est vraiment une prouesse qu'il réalise, qu'il faut saluer. Bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, la nouvelle configuration politique, c'est quoi? C'est d'abord le mouvement En Marche, dont on ne connaît pas vraiment l'idéologie politique. C'est ensuite FN, Front National de Marine Le Pen, un parti d'extrême droite, mais qui soutient surtout les thèses exclusionnistes. On a la droite, LR, c'est la droite classique. Yes. Et puis, on a aussi un mouvement de gauche, la France insoumise, mais qui se veut ici une gauche, on va dire, je ne dirais pas radicale, mais une nouvelle forme de gauche. Voilà. C'est cela, la nouvelle configuration. Alors, ce qu'il faut craindre, à mon avis, c'est qu'avec cette configuration, le débat politique, au plan intellectuel, ne s'appauvrisse en France. C'est-à-dire que désormais, ce ne soit plus des questions majeures, telles que les questions de démocratie, de souveraineté, de solidarité entre les peuples, qui soient au centre du débat, mais qu'on débatte plutôt des questions simplificatrices. C'est vraiment ce que je crains. C'est-à-dire que ce nouveau paysage appauvrisse davantage, n'est-ce pas, le débat politique en France. Vous parlez du nouveau paysage. Donc, d'un côté, on a le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron, on a le Front National, on a la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, et la quatrième, c'est les deux partis classiques, les socialistes et les républicains. Oui, on peut. Disons que par le passé, c'était assez tranché, on peut dire. C'est-à-dire, d'un côté, on a le Parti socialiste qu'on connaît, d'accord, et puis de l'autre, la droite qu'on connaît, dont on connaît les thèses, dont les politiques ont été intellectualisées. Bon. Mais le mouvement de Mélenchon, c'est un mouvement, c'est vrai qu'il sort du Parti socialiste, mais qui est nouveau. Qui est assez nouveau quand même sur la place politique. C'est pour cela qu'à mon avis, je le considère plutôt comme un parti, certes de gauche, d'accord, d'une autre façon de faire la gauche. D'ailleurs, comme on le voit un peu partout en Europe aujourd'hui, avec Podemos, Syriza, etc., etc. Il est nouveau. C'est en Espagne. Voilà. Il est nouveau par rapport à LR, qui est le seul parti traditionnel qui est resté en fait dans la course, dans la danse. Voilà. Je pense que c'est quand même un changement majeur. D'ailleurs, on le voit après dans les débats, et j'espère que ces débats vont aller en s'enrichissant, parce que le débat présidentiel l'a montré, c'est-à-dire
c'était plus des questions vraiment pertinentes au plan intellectuel qui étaient débattues, mais on traitait plutôt des questions en rapport avec l'immédiateté, voilà, voilà. Donc c'est ce que je voulais simplement souligner, la crainte que le débat politique ne s'appauvrisse. Alors on a vu, hein, il y a eu des primaires dans le Parti socialiste, il y en a eu chez les Républicains, Emmanuel Valls a échoué, Alain Juppé a échoué. Alors comment on peut expliquer ces échecs de ces deux grandes pointures? Pour moi, l'explication principale, c'est la crise de confiance et de légitimité, n'est-ce pas, des Français vis-à-vis des leaders politiques classiques. Il y a certes des affaires qui entourent ces leaders, mais aussi il y a le fait que ces leaders ne sont plus vraiment représentatifs parce qu'ils n'arrivent pas à porter les maux de la société. Voilà. Donc c'est cela. Et c'est d'ailleurs, on voit, c'est d'ailleurs pourquoi de nouveaux leaders émergent qu'on ne connaissait pas du tout, qui émergent parce que les leaders classiques sont empêtrés dans les affaires, ils n'arrivent pas à résoudre les maux de la société, ils changent de parole à chaque fois. On l'a vu avec M. Valls, qui signe un protocole selon lequel il va soutenir le vainqueur des primaires et puis du jour au lendemain qui change sans que ça le dérange. Je pense que ces faits-là font que les Français entretiennent une crise de confiance et de légitimité vis-à-vis des leaders politiques classiques. Alors on revient un peu aux primaires, à François Fillon. Il a eu, au premier tour de l'élection présidentielle, il a eu 20% de voix au premier tour. Et donc, s'il n'a pas franchi ce premier tour-là, il a été devancé par Marine Le Pen. Cet échec peut-il être expliqué par, tout à l'heure vous en parlez un peu, par les affaires d'emploi fictif ou par une divergence de point de vue sur la stratégie à adopter face à Emmanuel Macron? Moi, je pense que la crise, enfin, les affaires expliquent pour beaucoup ce qui est arrivé. Mais au-delà des affaires, il y a, comme je disais, j'ai parlé tantôt de la crise de confiance vis-à-vis des leaders classiques. Ça a joué là, mais il faut aussi voir qu'il y a aussi une défiance de façon générale vis-à-vis des partis traditionnels. D'ailleurs, on le voit bien, les partis traditionnels français, les militants ne sont plus aussi... Enfin, les Français ne se bousculent plus vraiment aux portes des partis traditionnels. Voilà. Donc, je pense que ces deux éléments doivent s'additionner pour certainement expliquer l'échec de Fillon. Benoît Hamon, considéré comme un fondeur au Parti socialiste français, et il représentait ce parti-là aux élections présidentielles. Il a obtenu 6% des voix. On peut le dire, c'est un désastre politique pour le Parti socialiste. Pour rappel, qui est né en 1971, où Mitterrand a été porté à la tête de ce parti-là, ce congrès-là des piliers, qu'on peut aussi appeler le congrès de l'unification du Parti socialiste. Est-ce que ce n'est pas un désastre? Est-ce que le Parti socialiste peut surmonter ce désastre aujourd'hui? Avec 6%, avec tous les problèmes qu'il y a dans ce parti-là. Je pense qu'on peut effectivement dire qu'il s'agit d'un désastre. Yes. Voilà. Un désastre, mais qui peut s'expliquer par des questions spécifiques au Parti socialiste, mais aussi, il faut situer ça dans son ensemble. Voilà. C'est vrai que le Parti socialiste a traversé, continue de traverser d'ailleurs une longue période de débats internes qui font qu'il y a de fortes oppositions, et il est clair que au soir, enfin, lorsqu'on approchait des élections, ces débats enflaient, d'accord, et ces débats faisaient que déjà, il n'y avait plus l'unité. Hamon aussi a souffert, à mon avis, de la présidence Hollande, voilà, qui est, somme toute, reconnue comme une présidence calamiteuse, d'accord, et il hérite aussi de cela, voilà. Mais je disais que cette spécificité française doit être située dans un contexte plus vaste. Parce que lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe en Europe, on constate que tous les partis politiques, tous les partis sociaux-démocrates qui ont gouverné
sont tous tombés. C'est le cas en Grèce, c'est le cas en Espagne, et ainsi de suite. Il y a plusieurs exemples. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la social-démocratie ou le socialisme de façon générale aujourd'hui est remis en cause. Voilà. C'est-à-dire cette forme de socialisme qui finalement n'arrive pas à se dissocier du libéralisme, on va dire, puisque finalement ce sont les mêmes recettes. Je pense que c'est cette forme de faire cette façon de faire la politique de la gauche qui est remise en cause et qui explique les échecs répétés. Je parlais de ces pays, mais ils sont plusieurs où vraiment, voilà. Alors, est-ce que le Parti socialiste peut ressurgir? Moi, je pense que oui. Pourquoi? D'abord parce qu'on voit que, de façon générale, les partis traditionnels et les partis de gauche ont une réelle capacité de résilience. Pourquoi? Parce que ce sont des partis bien structurés, voilà, avec des partis qui ont eu le temps d'intellectualiser leur démarche politique, d'accord, qui sont somme toute à l'écoute du peuple, d'accord. Donc je pense que le Parti socialiste, pour peu qu'il se remette en cause et qu'il tire tous les enseignements, il saura rebondir. Voilà. En tout cas, je ne crois pas du tout, parce que c'est ce qui se dit, que cet échec d'aujourd'hui là marque la fin, d'abord, du clivage gauche-droite, comme on l'appelle, mais ça ne marque pas du tout la fin de la social-démocratie de façon générale. Je ne crois pas. Je pense au contraire que les socialistes, de façon générale, vont arriver, à travers ces crises-là, à comprendre que ce qui fait la sympathie, ce qui fait leur sympathie vis-à-vis du peuple, c'est plutôt ce qui les distingue en termes sociaux. Voilà. À force de vouloir copier les autres, forcément, cela aboutit à ce type de configuration. Voilà. Roger Ballot, le deuxième tour de l'élection présidentielle en France a vu s'installer un clivage, non plus gauche-droite, mais un clivage entre l'adaptation à la mondialisation et le repli national. Alors, comment ce débat a pu s'installer dans ce débat politique? D'abord, ce clivage montre un peu la crainte que je disais tantôt, à savoir que le débat politique en France ne s'approvisse davantage avec cette nouvelle configuration. Je pense que cette configuration s'est installée justement parce que les politiques n'ont pas toujours été à la hauteur voilà, de l'espoir que le peuple... Voilà. Quand je parle de cela, je parle notamment... Bon, donc ça se traduit forcément par une défiance vis-à-vis des partis politiques, d'accord? Et donc forcément derrière les débats qu'ils portent. Alors le peuple est beaucoup plus intéressé aujourd'hui aux questions, qui s'intéresse davantage aux questions simples, d'accord? Mais je ne crois pas que ces questions-là, il y ait un avenir dans ces questions. C'est-à-dire le mondialisme ou alors le repli, voilà. Le repli identitaire, voilà. Le repli national que préconise Marine Le Pen. Tout cela, fondamentalement, ne peut pas être un programme politique. Et intellectuellement, forcément, atteint très vite ses limites. Voilà. Je pense que les hommes ont besoin de réfléchir, d'inventer, d'aller plus loin. Voilà. Et c'est pour cela que, même si aujourd'hui, on en arrive là, je ne crois pas que ça puisse perdurer indéfiniment. Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, a obtenu, lui, 19,58% des voix au premier tour. Dans ce discours, il ne se réclame plus tellement de la gauche traditionnelle. Il tient plutôt un discours populiste. Est-ce qu'on peut dire qu'il a échoué malgré ses envolées oratoires qui fait penser aux tribuns de la plèbe qu'il y a de l'époque ancienne? Est-ce qu'il n'a pas échoué? Non, moi je ne parlerai pas d'échec. Voilà. Au contraire, presque 20%, 19%, je pense que c'est une grande victoire. Voilà. Rapidement, pour rappeler que
quand même François Mitterrand, qui est un homme central, hein, c'est 3 fois, la 3e fois, voilà. Donc, voilà. Et puis lorsqu'on regarde un peu, lorsqu'on regarde cette campagne, on voit que celui qui avait un discours structuré, c'est bien Mélenchon. Mélenchon a fait une très belle campagne. Il a fait une très belle campagne, voilà. Je pense que ce qui a desservi Mélenchon, c'est l'attentat qu'il y a eu aux Champs-Élysées. Parce que cet attentat a remis sur la sellette les questions de l'immigration. Parce que malheureusement, on a tendance à confondre l'immigration et les attentats. Or, il se trouve que Jean-Luc Mélenchon, je ne dirais pas qu'il est favorable à l'immigration, mais a un regard humain sur la question de l'immigration. C'est-à-dire, il aborde l'immigration en analysant ses causes réelles, d'accord, voilà, et non fermer les portes, etc., etc. Donc, avec cet attentat, à mon avis, cette peur-là a ressurgi, et on le voit bien, à mon avis, parce que c'est l'extrême droite qui monte au 2e tour, mais c'est aussi la droite qui monte, les deux partis qui se suivent, parce que ce sont ces 2 partis qui véhiculent ces thèses, n'est-ce pas, exclusionnistes, ou du moins ces thèses d'encadrement de l'immigration. Voilà. Donc je pense que Jean-Luc Mélenchon a pâti de cela. Voilà. Malheureusement, parfois, il faut un peu de rien dans une élection pour que... Voilà. Sinon, il a fait une très belle élection, une très belle campagne, et je suis persuadé que la prochaine fois sera la bonne pour lui. J'en suis persuadé. Qu'est-ce que vous pensez de son attitude après le premier tour de n'avoir rien dit par rapport à Emmanuel Macron, par rapport à ce qu'on pourrait appeler le Front républicain? Il a eu une réaction très mitigée. Bon, alors, me poser à moi cette question-là est un peu délicate. Personnellement, je n'ai aucun jugement, d'accord, parce qu'on s'est retrouvé au 2e tour dans une configuration terrible. Et je suis persuadé que pour l'homme de gauche qu'il est, c'était terrible pour lui. D'avoir d'un côté des thèses ultramondialistes et ultralibérales qui heurtent vraiment profondément la sensibilité de l'homme de gauche qu'il est, et en tout cas moi personnellement, qui ont heurté ma sensibilité, et de l'autre, les thèses exclusionnistes de Marine. 2 thèses que l'homme de gauche ne peut accepter. Et donc la tentation de dire, ben, moi parce que ni l'un ni l'autre ne m'arrange, je préfère laisser faire, d'accord, et ne pas... Quand on sait que quand même le Front national a quand même des thèses, une idéologie qui n'est pas très loin, même si aujourd'hui on y met la forme du nazisme. Non, enfin, je vais dire que... Bon. Hitler est arrivé au pouvoir de façon démocratique. Hein? Oui, non, ça ne m'échappe pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que rien ne peut se comparer à l'horreur du nazisme et de ces thèses-là. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'on peut raisonnablement dire que regarder la société dans laquelle on va aller à volo sous le prétexte du dictat des thèses libérales, est-ce que ça aussi intellectuellement, ce n'est pas aller à l'encontre des valeurs qu'on porte? Voilà, moi c'est comme ça que je situe. C'est-à-dire que je me dis que autant les thèses de Marine sont mauvaises, autant les thèses ultralibérales également sont mauvaises. Ce n'est pas le contexte mondial de la globalisation qui l'impose. Mais justement, c'est cela. C'est-à-dire que est-ce qu'en tant qu'individu, en tant qu'acteur politique, est-ce que nous avons la capacité de mettre en branle notre volonté et d'être à l'écoute du peuple? Parce que finalement, faire la politique, c'est quoi? C'est écouter le peuple et faire ce que le peuple désire. Ou alors, on s'impose, il y a un dictat et on se dit on n'y peut rien. Ça veut dire finalement qu'on renonce. Moi, je ne suis pas pour la rénonciation. Voilà. Je pense que c'est d'ailleurs l'erreur que les socialistes, les sociodémocrates font
de croire qu'aujourd'hui, bon, il y a une seule pensée unique en matière économique et sociale, je ne crois pas du tout. Je pense que pour peu qu'on veuille avoir de l'imagination, nos thèses de gauche sont des thèses qui portent. Voilà. Et il faut les porter avec fierté, il ne faut pas... Voilà. Mais pour revenir effectivement à la situation Macron-Marine, c'est un dilemme, personnellement, qui s'est aussi opposé à moi. C'est pour cela que je comprends, qui s'est posé à moi, c'est pour cela que je comprends fort bien la démarche de Mélenchon. Voté, bon, on ne peut pas le dire, mais j'allais vous demander, vous avez voté pour qui? Bon, c'est vrai que c'est difficile, voilà, c'est difficile surtout pour moi, puisque par derrière, je porte les couleurs, enfin, je porte un parti, voilà, donc, voilà, et un parti n'a pas forcément un choix. Je veux dire que le parti traite avec le président et le régime qui est là. Et aujourd'hui, c'est le régime de Macron qui est là. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est notre interlocuteur. Et voilà, donc mes thèses personnelles comptent peu. Voilà. D'accord. L'élection, bientôt c'est l'élection législative. Elles vont avoir lieu les 11 et 18 juin prochain. Généralement, en France, depuis la Ve République, le président qui est élu a forcément une majorité absolue ou relative à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette thèse va être respectée avec Macron par rapport aux élections législatives qui arrivent? Je crains que cette thèse ne soit respectée. Enfin, je crains. Non, ce n'est pas vraiment le mot. Je pense que cette thèse-là va être respectée. Hier, j'ai discuté avec une députée qui est bien implantée là où elle se présente à nouveau, mais qui m'a fait comprendre que sur le terrain, on sent vraiment la macromania, c'est comme ça qu'elle a dit. Malgré, d'ailleurs, l'affaire Ferrand. Parce qu'il y a quand même une affaire Ferrand qui est identique à l'affaire dont a souffert Fillon, voilà. Mais on a l'impression que le peuple français fait une autre lecture de cette situation. Voilà. On a l'impression que on est tombé sous le charme de ce nouveau pouvoir. Voilà. Et puis, bon, il faut aussi voir que la proximité des deux élections présidentielles et législatives font que le peuple français n'a pas le temps de recul nécessaire pour dire est-ce qu'on impose un pouvoir, une cohabitation ou pas. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que certainement Macron aura... voilà, la majorité. D'ailleurs, les sondages lui donnent déjà 33% pour les députés. Voilà. C'est déjà, ça fait une majorité quand même absolue. Tout à fait. Voilà, on sait très bien, le thème de cette émission, c'est donc les nouveaux pouvoirs en France et l'avenir des relations France-Afrique. Et ça nous concerne. Voilà. La droite et la gauche ont toujours eu la même politique. Aujourd'hui, M. Macron arrive au pouvoir. En Afrique, il y a ce néologisme dont on parle qui est la France-Afrique. Est-ce que cette nébuleuse ne va pas phagocyter le jeune Emmanuel Macron? Je ne sais pas si le mot phagocyter est le bon mot. Pourquoi je dis cela? Je pense que la France-Afrique, le système France-Afrique, c'est un système qui est voulu, voilà, notamment par la France, entretenu par la France, dans toutes ces manifestations. Il est voulu, entretenu par la France. Voilà. Donc, je ne crois pas que voilà, un chef d'État... la question, c'est de savoir qu'est-ce que le nouveau président qui arrive, quelle lecture voudra-t-il faire de cette France-Afrique? Est-ce qu'il veut vraiment changer? Est-ce que... Voilà, c'est d'abord ça. Voilà. Parce que depuis les années... c'est-à-dire que depuis la fin de la colonisation, il s'est mis en place un système. La France a contribué à mettre en place ce système, d'accord, appelé France-Afrique, pour ses intérêts,
Voilà. Et on discute là de l'intérêt de la France. Voilà. Est-ce que le nouveau président qui arrive va essayer d'aller au-delà? Et je voudrais rappeler une phrase qu'il disait, M. Macron, pendant la campagne. Il disait ceci: nous devons mettre en place un partenariat stratégique entre les unions européennes et africaines qui renouvelle complètement les politiques existantes pour sortir des logiques de charité ou de clientélisme et bâtir une relation économique véritablement partenariale. Bon, franchement, cette phrase-là, c'est une belle phrase, mais je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on entend par logique de charité et de clientélisme, bâtir une relation véritablement partenariale, je ne sais pas. Donc je pense que un nouveau pouvoir est là, nous allons regarder. Nous allons regarder et nous allons espérer que vraiment ce nouveau pouvoir-là prenne en charge, prenne vraiment à bras le corps ce mal qu'est la France-Afrique, dont l'Afrique souffre. Voilà. Je reste un peu encore sur la France-Afrique qui, par sa nature informelle, vous en avez parlé, sournoise et même souterraine, occasionne, vous le savez, de nombreuses dérives sur le continent africain. Les présidents français ont toujours des relations personnelles, ça aussi vous le savez, avec des chefs d'État africains. Est-ce que cette situation ne les empêche pas de voir de façon objective souvent les dérives dictatoriales, la malgouvernance sur le continent? Mais c'est le système France-africain qui le veut. C'est-à-dire que le système France-africain est fait de telle sorte que la France tire ses intérêts et puis à côté, en contrepartie, soutient les dictatures, ou du moins combat ceux qui, comme en Côte d'Ivoire, ceux qui viennent avec des idées nouvelles. Voilà. Donc c'est le système qui veut que les chefs d'État français entretiennent ces relations personnelles, d'accord. Voilà. C'est pour cela qu'on en revient à la même question. Quel regard ce nouveau pouvoir aura vis-à-vis... parce que si la France s'engage véritablement en faveur de la démocratie en Afrique, il est clair que naturellement la France-Afrique va disparaître. C'est-à-dire ce système clientéliste, c'est cela. C'est parce que les dictateurs eux-mêmes, les dictateurs en Afrique eux-mêmes, ils sont forts du soutien de la France. Donc ils peuvent continuer. Voilà. Or, si demain, c'est véritablement le verdict du peuple qui compte, il est clair que forcément, ce système qui veut que tout le monde travaille pour l'intérêt de la France va s'effriter. Voilà. On a vu dernièrement le président Macron est parti au Mali. Il allait rendre visite aux soldats français qui sont à Gao. Son avion a atterri à Gao, pas à Bamako. Le président malien a dû faire des kilomètres pour le retrouver à Gao. Qu'est-ce que vous... Parce qu'il y a eu beaucoup de... cette situation a fait couler beaucoup d'encre dans l'actualité, ici en France comme en Afrique. Quel commentaire vous faites de cette attitude? Bon, c'est vrai que pour un Africain, c'est pitoyable. Voilà. Je vais dire que le chef d'État français veuille descendre à Gao, bon, c'est son droit. Mais qu'un chef d'État se déplace pour aller à Gao le recevoir, c'est ce qui est problématique. Donc, ce qui me pose problème, c'est l'attitude du président malien. Voilà. Je veux dire, enfin, je ne comprends pas pourquoi... parce que on peut voir la même chose ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'un chef d'État qui va dans un pays où M. Macron même qui veut aller, par exemple, pour une question spécifique aux États-Unis, qui ne va pas descendre là où est le président, dans la capitale. Enfin, voilà, donc c'est nous, nos chefs d'État, qui doivent d'abord poser cela, hein, de façon protocolaire, de dire que vous venez, vous descendez d'abord à Bamako avant d'aller de l'autre côté. Voilà. Vous rencontrez, parce que c'est vrai, c'est une base militaire française, mais elle est sur le territoire malien.
Ce n'est pas le territoire français. Voilà. Et ces messieurs sont là, ils sont censés être là pour faire barrage à la rébellion qui nous attaque d'abord. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont supposés être là pour nous aider. Vous venez, vous rencontrez au moins le chef de l'État avant d'aller de l'autre côté. Alors, c'est un peu ça qui me désole, l'attitude du président malien, mais bon, c'est un autre débat. Un autre sujet très important qui concerne l'Afrique, le franc CFA. On en parle beaucoup aussi ces derniers temps. Tout le monde le dit, hein, ici comme en Afrique, que cette monnaie est un frein au développement de l'Afrique. Le président Hollande a dit, avant de quitter le pouvoir, qu'il était ouvert, n'est-ce pas, à des discussions sur l'avenir de cette monnaie. Alors, ça, bon, selon vous, les nouvelles autorités vont-elles s'intéresser aussi à ce débat, ou quelle va être certainement leur réaction vis-à-vis de ce débat concernant le franc CFA? Je constate que les chefs d'État français ont toujours dit qu'ils étaient ouverts au débat sur le franc CFA. Du temps de Sarkozy, c'était pareil, que Hollande le dise. Voilà, donc c'est dans la continuité. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le franc CFA, au même titre que les bases militaires, constitue les instruments qui font vivre justement la France-Afrique. Ce sont les instruments de la France-Afrique. Ce sont les instruments mis en place par la France pour justement entretenir la France-Afrique, le système France-Afrique. Donc, c'est pour cela d'ailleurs on ne peut pas résoudre l'un, c'est-à-dire la question du franc CFA, sans au préalable avoir été au clair avec la question de la France-Afrique. Alors, est-ce que cela peut changer? Alors, je renvoie la question. Est-ce que M. Macron va changer de regard, mettre véritablement une nouvelle politique, une nouvelle vision, d'accord? Être suffisamment visionnaire, en tout cas, dans nos relations Afrique-France, pour dire que la France-Afrique, c'est un autre passé, d'accord? C'est passé. Il faut construire ensemble, n'est-ce pas, dans un rapport gagnant-gagnant. Voilà. Parce que de toutes les façons, si nous n'allons pas vers un partenariat gagnant-gagnant, forcément, ça va exploser. Aujourd'hui, on voit très bien cela. Hein. C'est-à-dire cette immigration de notre jeunesse hein, qui vient au péril. On leur dit, ils savent très bien que quand ils prennent la Méditerranée, ils vont mourir. Ils le savent, mais ils viennent. Voilà. Ils viennent. Ouais. Ils viennent. Et puis, comme on l'a vu dernièrement, là, c'est justement ce qu'on a, le jeune Libyen, je parle de l'attentat qui a eu lieu en Angleterre, voilà. C'est-à-dire qu'il non seulement nos jeunes meurent, voilà, mais ils viennent troubler, on va dire, en l'économie française, mais pire, c'est qu'ils sont aussi porteurs de thèses djihadistes, voilà. Donc, je veux dire que si on n'est pas suffisamment visionnaire pour comprendre que la pérennité des relations entre la France et l'Afrique réside justement dans cet autre regard qu'il faut apporter à la France-Afrique. Voilà, c'est clair qu'on ira dans le mur. Voilà. Actualité oblige, en Côte d'Ivoire, votre pays d'origine, secoué depuis janvier dernier par ce qu'on appelle là-bas une mutinerie d'anciens rebelles intégrés hein, dans l'armée. Ils sont près de 8500 qui sont concernés par cette affaire. Ils ont été payés. Puis, dernièrement, il y a pendant la dernière mutinerie, il y a eu une cache d'armes qui a été découverte à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Ça fait couler beaucoup d'encre. Alors, vous, de loin, comment vous voyez tout ça avec un peu de recul? Non, du recul géographique, s'entend. Je voudrais d'abord dire que les mutineries, ce n'est pas terminé. Voilà. Je pense que les mutineries vont se multiplier parce que malheureusement, quand on a ouvert la boîte de Pandore, il est clair que... Voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'en prenant les fusils, on ait de l'argent, d'arrêter. Donc je pense que ça va se poursuivre. Bon. Maintenant, est-ce que c'est véritablement une découverte de cache d'armes?
Ou est-ce que c'est la première découverte de cache d'armes? Parce que forcément, je vais dire, tout le monde sait que ces anciens rebelles, ils savent les conditions dans lesquelles ils sont arrivés au pouvoir. Ils savent donc que cela peut leur arriver à tout moment. Donc ils n'ont pas intérêt, mais alors ils n'ont pas du tout intérêt à baisser les bras. C'est-à-dire qu'ils vont continuer d'entretenir cette velléité militaire en cachant des armes. Chacun d'eux, certainement, est assis sur des trésors d'armes ici et là. Ils n'attendent que le temps. Je rappelle qu'en son temps, les Nations Unies parlaient de 300 000 tonnes, 300 tonnes d'armes qui avaient disparu. Enfin, que Soro aurait caché. Voilà, donc c'est pour cela que je parle justement, je m'interroge, est-ce que c'est une découverte de cache d'armes? Celle-là, elle s'est su. Mais je crois que les découvertes, il y en aura encore. Ce qui est plutôt notre souci au Front populaire ivoirien, c'est que le régime actuel résolve ces problèmes-là avant les futurs échéances électorales de 2020. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre, en tout cas il ne faut pas que ce soit nous, arrivés au pouvoir, qui soyons encore obligés de résoudre ces questions qui sont vraiment internes au RDR, internes au RHDP et qui sont vraiment internes à Soro et à M. Ouattara. Voilà. On espère vraiment qu'ils vont arriver... Interne, mais le budget qui a utilisé pour régler ces problèmes-là ne sont pas internes. Hélas. Enfin, on ne sait pas d'où vient l'argent. Non, mais de toutes les façons, c'est de l'argent qui vient... D'ailleurs, il s'en justifie. Le secrétaire général du RDR s'en justifie, à savoir qu'il était normal que l'État de Côte d'Ivoire paie les rebelles. Il s'en est justifié, M. On parle, enfin, voilà. Comme je ne maîtrise pas très bien ce sujet-là, mais il y a certainement un point entre la paix de ces rebelles-là, de ces anciens rebelles, et les accords de Ouagadougou. Parce qu'ils mettent ça en avant souvent. De toutes les façons, ils ne peuvent pas... Je pense qu'ils cherchent des raisons. Pourquoi s'il y avait un accord, enfin, s'il y avait un accord secret par rapport à Ouagadougou, pourquoi est-ce que le président Gbagbo n'a pas donné cet argent? On sait clairement que c'est M. Ouattara qui a promis aux rebelles, qui a dit aux rebelles, venez, nous allons faire un coup d'État en contrepartie, je vous donnerai de l'argent, en contrepartie, je vous donnerai ceci, cela. Et c'est ce qu'eux, ils demandent. Et d'ailleurs, comme je disais, M. Soumaro l'a dit, il dit que ces personnes-là, l'État doit les prendre en charge, payer ce qu'ils demandent, parce que c'est eux qui sont venus nous aider à chasser le président Gbagbo. Donc c'est normal, c'est ce qu'il dit. Voilà. Donc eux, ils ne s'en cachent pas. Et d'ailleurs, les rebelles non plus ne s'en cachent. Ils disent clairement qu'ils sont venus, ils ont fait un coup d'État, on leur a promis des choses, d'accord? Et il est temps que ces choses-là, on paie. Voilà, donc on ne peut pas vraiment dire cela. Monsieur Balou, vous êtes du Front populaire ivoirien, le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont toujours à la haie. Les témoins se succèdent à la barre, des témoins à charge se succèdent à la barre et deviennent, d'après la rhétorique, enfin d'après la littérature là-bas, deviennent des témoins hostiles. Alors, vis-à-vis de Mme Bensouda, qui visiblement, je ne suis pas spécialiste, mais n'a pas de preuves contre Laurent Gbagbo. Alors, jusqu'à quand va durer cette affaire? D'après, vous êtes du Front populaire ivoirien, vous avez votre point de vue personnel, le point de vue aussi du parti du président Laurent Gbagbo. Hélas, jusqu'à quand cette affaire va-t-elle durer? Nous l'avons dit depuis le départ que nous sommes dans un procès politique. Voilà. Et les derniers événements d'ailleurs le montrent. Parce que la thèse, je vais dire l'affaire de cette femme d'Abobo qui aurait été, n'est-ce pas, bombardée, l'affaire de ces 7 femmes-là, c'était quand même la pièce maîtresse de l'accusation. Et c'est ça qui vient de s'effondrer. Lorsque l'expert commis par Mme Bensouma dit que le sang en question n'est pas du sang humain. C'est la preuve, je vais dire que c'est la pièce maîtresse. Donc, qu'est-ce qu'il reste à l'accusation? Sachant que cette découverte n'en évidente pas d'hier. Je vais dire que
toutes les preuves ont déjà été données depuis avant même que ne commence le procès. Ça veut donc dire que les différents protagonistes savaient que leurs propres experts contestaient la mort effective de ces femmes. Mais malgré cela, on poursuit M. Gbagbo. Malgré cela, on poursuit M. Blé Goudé. Voilà. C'est pareil avec ce qui s'est passé à l'hôtel du Golfe. Je veux dire, l'attaque sur la RTI. Les preuves existent que c'était bien insurrectionnel. Puisqu'on a quand même le discours de M. Soro et de tous ces... Et d'ailleurs, on voit bien ces rebelles tirés. Voilà, voilà. Donc, je veux dire que les preuves que Mme Bensouda disait être vraies, ces preuves-là n'existent pas. Donc, sur le plan purement juridique, nous ne voyons pas comment ce procès peut continuer, peut se poursuivre autrement que finalement de mener un procès politique. C'est pour cela que le Front populaire ivoirien dit qu'il s'agit d'un procès politique et que nous pensons que la libération du président Laurent Gbagbo forcément relèvera du politique. Mais est-ce que le Front populaire ivoirien engage des démarches dans ce sens? Parce que de toute façon, comme vous le dites, tout le monde dit que c'est un procès politique, alors que la CPI est une juridiction de droit de l'homme. Est-ce qu'il y a une passerelle qui est créée justement pour entraîner les décideurs, les donneurs d'ordre de la CPI sur ce terrain politique pour qu'on libère Laurent Gbagbo et Blé Goudé? En tout cas, le Front populaire ivoirien fait tout ce qui est en son pouvoir au plan diplomatique sur ce point-là. Nous ne dormons pas. Franchement, nous ne dormons pas. Nous rencontrons ici et là, nous envoyons des dossiers, des explications. La question aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que ces accusations sont vraies ou pas. Voilà. Et tout le monde sait que c'est un montage. Voilà. Mais je pense que c'est le courage politique de ces hommes-là de se retirer, sachant que pour eux, c'est ce qu'ils croient. La détention du président Laurent Gbagbo fait leur affaire, parce que ça leur permet de faire tout ce qu'ils ont fait, d'entretenir le système France-Afrique. Voilà, c'est ce qu'ils croient. Et je pense que c'est là. Nous avons fait, en tout cas, avec le régime qui vient de passer, le régime Hollande, on a fait vraiment tout ce qui était à notre pouvoir. On a rencontré qui il fallait rencontrer. On n'a pas, pendant les 5 années là, qui viennent de s'écouler, nous n'avons pas dormi un seul instant. Aujourd'hui, il y a un nouveau régime, nous recommençons. Voilà. Et nous espérons qu'un jour, parce que tout le problème réside en France, nous espérons que, voilà, il y aura des gens suffisamment visionnaires pour comprendre que ce statu quo-là, dans lequel ils veulent maintenir ce statu quo de la France-Afrique, ne les arrange pas eux-mêmes. Voilà. Monsieur Balou, vous êtes diplômé de l'ESSEC, vous êtes économiste. Aujourd'hui, en Afrique, on va revenir un peu à notre sujet. On remarque la percée des pays émergents comme l'Inde, la Chine, qui gagnent beaucoup de terrain. La France, dont nous parlons, recule. Comment vous voyez ce phénomène des pays émergents qui gagnent du terrain sur l'Afrique? Je pense qu'il faut saluer d'abord l'ouverture de l'Afrique. C'est-à-dire que cette conception de l'Afrique qui reste le précaré de la France ou des États-Unis, il faut sortir de cela, de ce schéma. Il faut que nous, Africains, et nos chefs d'État, il faut qu'on sorte de ce schéma. Donc l'arrivée des Chinois, des Indiens, et demain, j'espère, de la Russie, du Brésil, il faut saluer cela. Bon. Mais il ne faut pas en même temps répéter les erreurs que nous avons faites. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, à quoi nous assistons avec les Chinois? Les Chinois arrivent, c'est vrai qu'ils font des facilités. Et c'est vrai que parfois, ce sont des technologies identiques qu'ils maîtrisent aussi bien. Donc ça, voilà. Ça nous revient moins cher, c'est vrai. Mais quand ils arrivent, par exemple, pour construire un pont, ils viennent avec leur personnel. Alors que nous, notre ambition, c'est que demain, nous n'ayons plus besoin de Chinois pour venir nous construire des ponts. Il faut que ce soit nous-mêmes, nos entreprises. Ça veut dire quoi? Il faut que, lorsque l'État passe un contrat, par exemple, il faut faire en sorte que,
progressivement, nos entreprises sur place, en tout cas, soient partie prenante au projet, que nos hommes soient formés de telle sorte... Un transfert de voilà, compétences et de pour qu'on connaissances. assiste à un véritable transfert à la fois de compétences et de connaissances. Et c'est ça que je crains aujourd'hui, notamment avec les Chinois, parce que les Chinois, ils arrivent avec vraiment tout le monde, ils ont juste besoin de petites mains, d'accord? Donc l'aspect conception, l'aspect, bon, ça manque et c'est ça, voilà. Donc je pense que c'est seulement cet aspect-là qu'il faut revoir, sinon c'est une bonne chose que de s'ouvrir, surtout que si les autres nous proposent des prix moindres, n'est-ce pas, pour des technologies équivalentes, il n'y a pas de raison qu'on s'enferme avec la France ou avec les États-Unis. Vous parlez, n'est-ce pas, des entreprises chinoises qui arrivent en Afrique avec le personnel chinois. L'Union africaine, est-ce qu'au niveau de l'Afrique, est-ce qu'il y a une politique globale de coopération avec les BRICS, les nouveaux pays émergents? Parce qu'au niveau de l'UE, c'est comme si il n'y avait pas de plateforme de concertation pour régler ces rapports. Hier, c'était la colonisation. Aujourd'hui, il y a des pays comme la Chine et l'Inde qui sont en train de gagner du terrain. Est-ce qu'il n'y a pas une plateforme pour régler tous ces problèmes-là? C'est l'Union africaine, je suppose, qui devrait régler ces problèmes-là. À mon avis, l'Union africaine est encore dans beaucoup de contradictions. Elle-même, l'Union africaine est à construire. Elle-même, elle doit se définir un cap, voilà, une vision politique qui aujourd'hui manque. Mais ça manque parce que c'est une union qui n'est pas encore solide. Mais malheureusement, cela est vrai dans toutes les unions, dans les unions sous-régionales, etc., etc. Donc, à mon avis, aujourd'hui, c'est beaucoup plus les États, à leur niveau, de se dire, et les chefs d'État, de se dire, qu'est-ce que je veux, quelle vision est-ce que j'ai pour mon pays et pour mon peuple. Voilà. Et je pense que parfois, c'est cette vision qui manque. C'est-à-dire que, sinon c'est bien de dire qu'il faut aller, il faut prendre les Chinois, c'est bien, ils nous vendent des choses moins chères. Mais en même temps, on ne va pas s'arrêter là. S'ils nous vendent des choses moins chères et qu'en même temps, ils peuvent contribuer à faire en sorte que demain, nous n'ayons plus besoin d'eux. C'est d'ailleurs les Chinois qui disent qu'il faut apprendre à pêcher. Voilà, plutôt que de donner du poisson. Voilà. Donc, je pense que c'est à nous d'avoir vraiment une vision claire de notre développement. Et c'est malheureusement ça qui manque. Nous sommes, M. Balou, ça passe vite, hein, nous sommes déjà à 52 minutes. On va revenir à notre sujet qui concerne les relations France-Afrique. Aujourd'hui, avec l'avènement du jeune président Emmanuel Macron, quelles sont les perspectives d'avenir, n'est-ce pas, des relations France-Afrique par rapport justement à la mondialisation qui s'impose à tout le monde de toute façon? Bon, d'abord, je disais tantôt qu'il faut vraiment espérer que le président Macron ait ce regard, n'est-ce pas, dans nos relations avec l'Afrique et la France. Ce regard... Nous avons des raisons d'espérer, puisque les jeunes... On en revient à la même chose. Mais en fait, la question qu'on pourrait plutôt se poser face à quelqu'un qui porte les thèses ultramondialistes, parce que le problème de l'Afrique n'a pas besoin de mondialisation, comme on dit, pour se développer. Nulle part ailleurs, nous n'avons vu un pays se développer grâce à la mondialisation. Pourquoi? Parce que la mondialisation met tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire une grosse entreprise française sera sur le même pied d'égalité qu'une petite entreprise ivoirienne qui n'existe même pas encore. Voilà. De telle sorte que si on ne protège pas son économie, on aura toujours une économie extravertie. Nous avons très bien, par exemple, la possibilité en Côte d'Ivoire de ne plus importer du poulet, mais on continue d'importer du poulet. On a bien la possibilité en Côte d'Ivoire de ne plus importer ceci et cela. Les tomates, pourquoi est-ce que nous ne produisons pas voilà. Parce que, économiquement, il est difficile à un Ivoirien, en tout cas, de produire de la tomate à un coût, n'est-ce pas, qui soit concurrentiel
par rapport à ce qui est fait en Espagne. Voilà. Donc la mondialisation, c'est cela qu'il faut voir. C'est-à-dire la mondialisation va renforcer l'état de enfin, l'appauvrissement de l'Afrique. Donc, c'est vrai que lorsqu'une personne porte cette thèse ultramondialiste, ultralibérale, je pense qu'il faut craindre pour l'Afrique et pour le développement africain. Mais on ne peut pas, je vais dire que la politique, c'est aussi cela, c'est-à-dire regarder l'homme aux actes qu'il pose. Voilà. Nous n'avons pas encore vu M. Macron poser d'actes. Je pense qu'il ne serait pas juste de le juger avant même qu'il n'ait fait quoi que ce soit. Je pense qu'il faut le regarder faire, mais je pense aussi qu'il nous appartient à nous, Africains, de nous inviter dans la construction de cette nouvelle relation. Voilà. C'est-à-dire que M. Macron peut avoir une vision, mais nous devons faire en sorte que notre vision aussi soit partagée, prise en charge. Donc, on est dans une nouvelle phase, un nouveau paysage politique. À nous de nous inviter pour que cela soit à notre profit, à notre faveur. D'accord. Merci, M. Roger Balou. Je rappelle que schéma directeur, le thème, c'était donc le nouveau paysage politique en France et l'avenir de ses relations avec l'Afrique. Donc nous recevions pour vous M. Roger Balou. Je rappelle que M. Roger Balou est économiste. Il est ancien élève de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, c'est qu'on appelle l'ESSEC. C'est une école qui est très bien connue ici en France. Il est diplômé aussi de Télécom Paris. Il a été secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien, chargé de la formation politique et syndicale, militant des droits de l'homme. Il a publié plusieurs ouvrages, essais et articles sur la crise ivoirienne, l'état des droits, la démocratie et la bonne gouvernance, parmi lesquels, tout à l'heure j'ai cité, Côte d'Ivoire en entendant la fin de l'Harmattan, édition et des livres 2014, Côte d'Ivoire, souveraineté bafouée, l'Harmattan, édition 2012, Côte d'Ivoire, le crépuscule d'une démocratie orpheline, j'aime bien ce titre-là. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Le crépuscule d'une démocratie orpheline, très rapidement. Bon, crépuscule, on sait ce que c'est que le crépuscule, lorsque le soleil... Voilà, une démocratie orpheline, et là, c'est la démocratie que le président Laurent Gbagbo a essayé de mettre en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Elle était orpheline, c'est-à-dire elle était combattue je crois que je vais acheter ce livre pour bien comprendre le crépuscule d'une démocratie orpheline. J'aime bien. Alors, je rappelle que Roger Balou est donc... depuis 2015, il est secrétaire national du Front populaire ivoirien, chargé des relations avec les partis et les organisations membres de l'Internationale socialiste. C'est Sangaré, hein, parce qu'il y a deux partis là-bas en Côte d'Ivoire. Non, il y a un seul parti. Le côté Sangaré, je Non, il y a un seul parti. Le Front populaire ivoirien est un seul parti qui est dirigé par le président Laurent Gbagbo, qui a été élu en 2015 à notre dernier congrès, le congrès de Mama, et dont l'intérim est assuré par le président Sangaré. Bon, il y a un seul FPI, il n'y en a pas deux. Voilà. L'autre dont on parle a été exclu du Front populaire ivoirien, donc nous n'en parlons pas. D'accord. Ça pourrait être l'objet, si le Front populaire ivoirien est d'accord, ça pourrait être l'objet d'une émission schéma directeur. Oui, bien sûr. Cette émission est terminée. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou une bonne journée selon l'endroit où vous vous trouvez. Bonsoir et bonjour. Merci beaucoup. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle.
L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.